Colonel et MG Denis Mastrogiacomo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef du département sûreté de Genève Aéroport et président de la Société militaire de Genève. Comment et ou pourquoi êtes-vous devenu officier? Oula, ça c'est une longue question. Je vais essayer de faire court. En fait, j'étais pas favorable tant que ça à faire du service militaire. Et en fait, comme jeune recrue, eh bien, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire. Et ça, j'ai été pris au piège, puisqu'en faisant qu'on me demandait de faire, on a pensé que j'étais suffisamment dévoué pour être proposé à devenir sous-officier. Ce que je ne voulais pas faire. Donc c'est l'ancien commandant de corps, Rebord, qui, comme jeune capitaine instructeur, m'a proposé à l'avancement, quoi, m'a fait signer. Bref, faut faire court, je voulais pas, et arrivé à l'école de sous-off, j'ai appris ce que ça voulait dire que finalement la responsabilité de conduire des gens. Et donc j'ai appris le premier rôle de chef, ce que j'ai mis en pratique comme jeune sous-officier, et de la théorie je suis passé à la pratique, et je me suis dit je vais pas m'arrêter là, parce que j'ai pris goût à conduire des gens. Et en fait, aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais, mon job, c'est chef. Et parallèlement à cette carrière militaire, à ce moment-là, au moment où vous avez fait sous-officier, Oui. Où est-ce que vous en étiez au côté civil? Je venais de terminer mon bac. Je savais pas du tout ce que j'allais faire ensuite. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion déjà de poursuivre une formation que je trouvais intéressante. J'étais lancé, donc j'avais pas de planification de vie particulière, donc pour moi c'était assez logique d'être sous-officier, puis si je réussissais d'aller à l'école d'officier, et puis de passer de l'école d'officier à mon paiement de galon, voilà, ça s'est fait finalement assez naturellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que je parlais avec mon fils qui ira au recrutement cette année, qui, je l'espère, fera son école de recrue en 2025. Je lui ai dit, bon, mais comment on fait avec l'Uni? Il m'a dit, je m'en fiche de l'Uni parce que je vais faire officier. Oh. Voilà. Donc, mais dans cette même logique. Alors lui, par contre, il est déjà formaté par son père. Et on parlait tout à l'heure dans la conférence de la notion de comment on recrute ou comment on amène des jeunes à vouloir faire l'armée et peut-être de l'avancement. Finalement, la chance que j'ai, c'est qu'en continuant de faire du service, je lui montre tous les jours finalement à quoi ça sert, quel est mon engagement, que ce soit comme officier de milice, que ce soit comme président d'une société militaire. Il est confronté finalement à la partie militaire de ma vie au quotidien. Et puis je pense que ça fait qu'il sait finalement, et il voit un exemple. Alors c'est son père, c'est tant mieux, je préfère ça. Peut-être qu'il ne le fera pas finalement officier, mais au moins pour l'instant, il a un exemple d'un père qui s'engage au-delà de ce qu'on lui demande finalement dans la société, et ça lui donne envie de faire la même chose. Et est-ce qu'il aimerait servir dans la même arme? Je sais pas. Moi, j'étais chasseur de chars, ça existe plus. Alors déjà, c'est plus compliqué. S'il est fantassin, ça m'ira bien. Parce que ça perdurera, mais finalement il fera ce qui lui plaît. Tout comme s'il décide après son école de recrue ou pendant son école de recrue parce qu'il est mal conduit ou parce que ça lui plaît pas, de pas faire sous-officier voire officier. Puis encore faut-il qu'ensuite on reconnaisse qu'il ait les compétences pour le faire. Ça c'est encore une autre question. Alors il se trouve que votre carrière civile est aussi dans le domaine de la sécurité. De quelle manière vos deux carrières se répondent-elles? Alors finalement, je suis venu assez tard à la sécurité dans ma carrière civile. Alors j'ai commencé comme militaire de carrière pendant presque 10 ans, et puis quand je suis allé à l'aéroport où j'ai transité, finalement j'ai quitté l'instruction pour venir dans la vie civile. J'étais pas dans la sécurité ou dans la sûreté, j'étais dans la sécurité au sens sapeur-pompier, puisque j'étais chef d'état-major des pompiers de l'aéroport. Puis ensuite, j'ai complètement changé et je suis rentré dans le monde des opérations aéroportuaires. Et puis j'ai conduit les opérations, toute la partie passager. Et c'est finalement que depuis 4 ans maintenant que j'ai repris une casquette sécurité, sûreté, ce que j'avais pas voulu avoir pendant plusieurs années, justement pour me distancier de ça, pour pouvoir démontrer que
C'est pas parce que j'ai fait militaire, que j'ai un penchant pour la chose militaire, que ça fait forcément de moi un cadre qui doit travailler dans le domaine de la sûreté ou de la sécurité. Et puis j'y suis revenu parce que ça me plaisait une fois aussi de faire quelque chose qui est plus proche de mes aspirations de base. Voilà. Et j'arrive parfaitement à conjuguer les deux. Et qu'est-ce que votre carrière d'officier vous apporte sur le plan personnel? Personnel ou professionnel, ou les deux. Alors, ça peut être les deux. Commençons par personnel. Personnel, c'est les valeurs. C'est les valeurs. Je pense que l'armée m'a donné un cadre, finalement, une manière de penser, une manière de me comporter, une manière de voir, finalement, comment j'inscris mon engagement personnel dans quelque chose d'un peu plus grand que l'individualisme rampant. Donc, c'est des valeurs. Ouais. Et ça, je les ai gardées toujours, et c'est ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui depuis toujours dans cette partie de conduite civile, finalement. Parce que l'exemplarité, la loyauté, la confiance, par exemple, c'est des choses qu'on peut transmettre et sur lesquelles on peut s'appuyer pour conduire dans le civil comme on conduirait dans une formation militaire. Et alors sur le plan professionnel? La même chose. Finalement, j'essaye d'appliquer dans la vie civile, c'est tout. C'est moins formalisé que dans la vie professionnelle, mais j'essaye d'appliquer ces valeurs finalement qui sont les miennes. Avec un peu plus de souplesse dans la vie civile quand même, mais professionnellement, c'est ce que j'ai toujours appliqué. Ouais. À titre personnel, quel regard posez-vous sur l'évolution de notre armée et sur le regard que la population lui porte? Je crois que notre armée, elle évolue juste. On dit toujours, mais de mon temps, c'était mieux, on faisait pas comme ça, aujourd'hui, on leur demande plus qu'on nous demandait. Mais moi, quand j'ai fait mon école de recrue en 1990, juste après la chute du mur, j'entendais déjà qu'on était plus comme avant, nous les jeunes, on pouvait plus rien nous demander, et puis il fallait plus exiger. C'est pas vrai. Simplement, on exige et on demande aux jeunes quelque chose qui est plus en lien avec ce qu'ils sont. Ça ne veut pas dire qu'il faut déroger au principe, ça ne veut pas dire qu'il faut assouplir un cadre au-delà de ce qu'il peut être assoupli, ça veut simplement dire qu'on s'adapte aussi à cette génération Z et dans les entreprises c'est la même chose, il faudra faire avec, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser finalement dicter comment ça doit être. Dans une entreprise comme à l'armée, à un moment donné, on peut essayer d'assouplir pour permettre à quelqu'un de s'épanouir, puis à la fin, contrairement à l'armée, une entreprise privée peut toujours proposer à quelqu'un de partir s'il se sent pas bien là où il se trouve. À l'armée, il sera un peu plus captif, mais ça veut pas dire on peut pas adapter. Mais ça va dans les deux sens. Parce que c'est ça le contrat, finalement. C'est je te donne quelque chose pour que tu me donnes autre chose. Et on peut pas faire que pour toi. Donc, l'armée va bien. Du point de vue humain, du point de vue financier et de sa préparation à ce qu'il attend, elle va moins bien. On l'a entendu aujourd'hui dans ce forum. Il y a des défis financiers, il y a des défis d'effectifs, il y a des défis de matériel qu'il va falloir combler. Et là, c'est la société finalement qui doit se mobiliser. Et je pense que les deux guerres que nous vivons actuellement ont réveillé une conscience. Et on entend... Moi, je dis souvent à mes copains, j'ai fait du service militaire pour tout le monde. Parce qu'il y en a que 2 sur mes 8 ou 10 amis proches qui ont fait du service. Et je suis le seul qui est officier et qui fait encore du service à 53 ans. Donc, mais quand je parle avec eux, alors ok, ils ont mon âge, hein, c'est des quinquars maintenant. C'est dur de le dire, mais c'est des quinquars. Mais qui étaient pas du tout portés sur la chose de la sécurité. Quand je parle avec eux, ils me disent, on en est où avec vos budgets, que fait le Parlement, pourquoi vous avez pas les moyens à l'armée, explique-moi comment ça se fait. Donc, si les gens qui sont en âge de voter, qui sont ceux qui sont les plus hauts contributeurs finalement financiers au travers des impôts, parce qu'on a tous réussi notre vie, se posent ce type de questions, je pense que la société va bien.
Bien sûr qu'il y a encore des franges qu'il faut convaincre, il y en a qu'on ne pourra jamais convaincre de la nécessité aujourd'hui de repenser notre système de défense, parce que la menace est là, drastiquement changée, et qu'il faut arrêter d'avoir les yeux fermés. Mais en parlant autour de moi, je trouve les gens plutôt conscients, reconscientisés de la problématique actuelle. Mais c'est sûr que quand on met en opposition eh bien, les réductions ou bien le frein à l'endettement, il faut donner plus aux sanitaires, il faut donner plus à l'industrie X, ou il faut donner plus à l'enseignement, aux universités, et puis qu'on vient avec il faut pas donner à l'armée. Bah, je rappelle toujours que depuis 30 ans, le seul département dans lequel on a été puisé et qui a fait des économies, c'est le département de la défense finalement. C'est la défense nationale qui a servi à contribuer à l'augmentation de tous les budgets et de toutes les facultés, de tout, peu importe de ce qu'on est aujourd'hui, pour la société suisse. Donc, si aujourd'hui on a un petit retour en arrière et puis qu'il y a une correction positive pour l'armée, à d'autres de faire l'effort. En tant que président de la Société militaire de Genève, vous côtoyez plusieurs générations d'officiers. Alors, comme ça, quelle est la première chose qui vous vient en tête quand vous pensez à la diversité des profils de vos membres ? La première chose à laquelle je pense, c'est finalement la majorité de nos membres, parce que j'ai été très surpris quand je l'ai appris, c'est des premiers lieutenants de plus de 65 ans. Donc ça veut dire que finalement, on a une société d'officiers, de 650 membres environ, qui est composée majoritairement d'officiers qui viennent de l'armée 61. Et c'est pour ça qu'on a tant de membres qui sont premiers lieutenants, parce que finalement, dans les officiers, ce qui composait la majorité des officiers, c'était le cadre premier lieutenant. C'était ce lieutenant qui devenait premier lieutenant, puis qui faisait son service jusqu'à 45 ans et plus, et puis qui aujourd'hui, près de 30 ans après la fin de la guerre froide, est toujours là, mais ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que finalement, le bassin de recrutement aujourd'hui, il est nettement plus petit, même si à chaque assemblée générale, on a environ une quinzaine, vingtaine, des fois un tout petit peu plus de nouveaux membres. Il n'empêche qu'on a presque autant de décès, on a des démissions, et puis notre cadre associatif, il est basé sur une population très forte qui est en train de vieillir. Donc si on se projette plus loin, alors ce sera plus moi le président à ce moment-là, mais j'y réfléchis. Financièrement, une société pour durer, elle a besoin de membres. Donc soit on a beaucoup de membres et on a une petite cotisation, soit on a peu de membres et on a une cotisation plus élevée. Donc on va devoir repenser très certainement, et c'est pas que la société militaire de Genève, c'est toutes les sociétés associatives autour de la question patriotique et ou de défense, qui dans les 10 ans à venir, vont devoir se reposer des questions fondamentales, existentielles, non pas que financières, mais vraiment d'existence, sur comment elles vont pouvoir exister et perdurer, parce qu'elles perdent des membres, tout simplement parce qu'on est en train d'avoir finalement les effets de cette introduction à l'armée 95, avec cette baisse drastique des effectifs, que ce soit du soldat jusqu'aux officiers. Qu'aimeriez-vous dire alors aux jeunes officiers qui débutent leur carrière ? Baissez pas les bras. Et non, il faut un jeune officier qui commence doit pas se laisser influencer par son entreprise. Évidemment, c'est fondamental quand on commence son premier emploi, qu'on est jeune officier, on a envie de performer, on a un employeur qui nous dit non, mais tu peux pas faire de service parce que tu pars trop souvent, etc. Et c'est compliqué de démontrer finalement quelle est la plus-value qu'on peut apporter dans l'entreprise, particulièrement si elle est dirigée par des étrangers. Mais finalement, on change plusieurs fois de métier, voire d'employeur, dans sa vie. Donc, il y a beaucoup de jeunes lieutenants, premiers lieutenants, voire même capitaines qui arrêtent, qui passent au service civil finalement, par une mesure qui est artificielle pour pouvoir répondre aux exigences de leur employeur. Alors, on peut pas dire aux jeunes d'arrêter de travailler ou de quitter leur emploi, mais je dirais, battez-vous. Parce que finalement, l'entreprise, un jour, ou une entreprise, un jour, reconnaîtra
réellement la plus-value de la formation militaire, de la gestion de crise et surtout de la gestion des gens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon boulot c'est chef. Moi j'ai appris à être chef à l'armée. J'ai pas appris à être chef ailleurs. J'ai mis en application ce qu'on m'a appris à l'armée dans toutes mes autres fonctions professionnelles où finalement j'ai toujours été chef. Donc il faut vraiment qu'un jeune n'ait pas peur de son futur. Et donc déjà, quand il décide de faire une école d'officier, qu'il ne se pose pas la question de comment ce sera après, et quand il est en emploi, qu'il ne se pose pas trop de questions. Parce que si c'est pas cet employeur-là, ce sera très certainement un autre à un moment donné, qui reconnaîtra, et peut-être qu'il devra bouger parce que son employeur veut pas qu'il fasse de service militaire, et qu'il aura un autre emploi. C'est triste à dire, hein, mais qu'il pourrait avoir un autre emploi. Puis finalement, dans ce nouvel emploi, ça se sera reconnu et sa carrière prendra l'ascenseur, qui aurait peut-être pas pris l'ascenseur dans une entreprise qui reconnaissait pas sa formation militaire. Pas parce qu'il était militaire, mais tout simplement parce que voilà, cette plus-value-là, elle n'a pas été identifiée, alors qu'un autre la prendra, en fera quelque chose et fera grandir ce collaborateur parce cet employeur a compris qu'il peut capitaliser sur quelque chose qui a été donné par l'armée et que ce jeune peut mettre, ou cette jeune peut mettre en application tous les jours. Et enfin, que pourriez-vous dire alors à une recrue qui hésiterait à faire de l'avancement ou carrément à la recrue qui se dit « Ah non, surtout que ça tombe pas sur moi ». Alors déjà, il faut lui dire que comme officier de carrière, j'ai fait signer... et j'ai signé à la place d'un grand nombre de jeunes soldats qui voulaient pas faire d'avancement et que j'en ai retrouvé quelques années après de nombreux comme officiers. Donc, si on n'a pas envie, l'appétit vient en mangeant, non ? Je peux reprendre ce que j'ai dit tout au début de l'entretien. J'avais pas envie. Donc, c'est pas grave, faut essayer. Faut essayer. Puis si ça plaît pas, il y a encore assez de portes de sortie pour sortir d'une école de sous-officier. Il n'y a pas de problème. Finalement, à ce moment-là, une fois qu'on y est rentré, si on n'a pas envie, on n'y reste pas, ça c'est certain. Donc, il faut essayer. Puis si ça plaît, tant mieux, parce que ça peut faire des jolies carrières. Denis Mastrogiacomo, merci. Merci à vous.